Ce qu'on voit, c'est une déclaration de guerre unilatérale d'un pays, les États-Unis, contre le reste du monde. Un pays qui essaye d'effacer 80 ans d'intégration économique avec une petite signature à la Maison-Blanche. On n'a pas eu ça depuis la crise Covid, donc c'est quand même, d'un point de vue boursier, un phénomène très important. L'Europe a des choix. Simplement, maintenant, c'est l'heure d'exercer ces choix d'une manière un peu plus intelligente. Et là, le problème, c'est que Donald Trump, il tape de façon indifférenciée sur tous les pays. Rappelons que ce n'est pas l'Europe qui a commencé cette guerre commerciale. C'est une déclaration unilatérale de la part des États-Unis. Donc il faudrait bien le rappeler et le répéter sans cesse. Parce que s'il faut la désescalade, il nous faut une désescalade de la part des États-Unis. Et si la guerre mondiale était d'abord une guerre commerciale? Arantxa González, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyenne de l'école des affaires internationales à Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole. On peut faire une rapide revue de presse du Financial Times aux Échos en passant par le New York Times. On a l'impression d'un tumulte absolu avec un premier élément quand même. On est passé, nous disent les Échos, de l'Inauguration Day au Crash Day parce que les marchés mondiaux sont en baisse très significative. On arrive jusqu'à moins 20% pour le Nasdaq. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, mais c'est pas du tout surprenant parce que ce qu'on voit, c'est une déclaration de guerre unilatérale d'un pays, les États-Unis, contre le reste du monde, d'un pays qui représente 13% des importations au monde contre le monde qui représente 87% des importations. Et disons un pays qui essaye d'effacer 80 ans d'intégration économique avec une petite signature à la Maison-Blanche. On ne peut pas effacer 80 ans d'intégration économique, des chaînes de valeur qui ont une profonde représentent une profonde réalité économique. On ne peut pas faire ça juste par la volonté d'une signature. Et oui, alors il faut expliquer ce que sont ces chaînes de valeur qui sont devenues extrêmement compliquées. Il y a des marchandises qui passent 10 ou 15 fois la frontière, par exemple, entre les États-Unis et le Mexique, avant d'aboutir dans les magasins auprès du consommateur final. Ça s'appelle les spécialisations dans la production. Chaque pays s'était spécialisé en ce qu'il sait faire mieux et ce qu'il peut faire mieux à un prix le mieux abordable. Et donc, les pays ont créé des interdépendances économiques. C'est l'histoire, notre histoire des 80 dernières années. Cela nous a permis à tous des progrès incroyables. Cela a permis à beaucoup de pays de sortir des millions de citoyens de la pauvreté. Cela a permis aux États-Unis de doubler la richesse américaine depuis 1990 à aujourd'hui. Vous imaginez, c'est comme s'ils avaient ajouté un nouveau pays, États-Unis, à l'économie qui existait de leur. Le problème aux États-Unis, c'est que les 1% les plus riches ont vu multiplier la richesse par 4 et les 50% les moins riches ne l'ont vu augmenter que de 20%. Donc, les problèmes des États-Unis, c'est un problème d'inégalité. Ce n'est pas un problème des autres pays qui essayent de tricher ou de prendre les Américains en otage. Au contraire, c'est un problème d'inégalité. Comme ils ne savent pas les traiter en interne, ils externalisent les coûts des inégalités au reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Arantxa González, vous qui êtes ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, l'Europe aujourd'hui va se réunir pour forger sa réponse, pour tenter en tout cas d'en forger une aux droits de douane américains. C'est assez simple parce qu'il y a aujourd'hui des droits de douane qui nous sont imposés de 20% par Washington et il y a une alternative en fait assez simple, ou bien faire des négociations au cas le cas. Chaque pays va voir les États-Unis, parce que par exemple le Vietnam a été le premier pays à parler, donc en l'occurrence avec son Premier ministre, à Donald Trump. Donald Trump a dit qu'ils avaient eu une très très bonne discussion, ce qui incite d'autres pays peut-être à faire la même chose. Alors est-ce qu'il faut que les pays européens aillent de manière isolée discuter avec Donald Trump, ou bien doivent-ils faire bloc ?
Alors d'abord, en Europe, la politique commerciale, c'est une politique commune. Donc c'est la Commission européenne qui représente les 27 États membres qui parlent pour eux. Et donc, d'abord, en Europe, unité. Tous les États européens doivent s'unir. Plus il y aura l'unité, plus il y aura la force de l'Europe. Deux, il faut la fermeté. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on peut négocier avec les États-Unis. On peut décider de descendre nos droits de douane un peu plus ici. Eux, ils peuvent faire un peu la même chose. Mais il y a des choses qui ne sont pas négociables en Europe. On ne va pas négocier nos normes environnementales. On ne va pas négocier nos règles pour nous protéger contre les changements climatiques. Nous n'allons pas renoncer à notre souveraineté fiscale. Et nous n'allons pas certainement parler des cessions territoriales, comme par exemple la Groenland. Donc, fermeté... Qui est danois, pour le rappeler. Qui est danois, qui est européenne. Voilà. Sur cette question, c'est un territoire européen. Donc, fermeté, ça veut dire, si jamais il faut prendre des mesures de rétorsion, être prête à le faire, comme on l'a fait déjà la semaine passée quand ils nous ont imposé des droits de douane sur les exportations d'acier et d'aluminium. Et troisième élément qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des alliances avec des pays tiers. Plus on sera nombreux, plus on sera, c'est 87% des importations au monde seront unies et il n'y a qu'un acteur qui peut les fédérer, c'est l'Union européenne, et plus on pourra peser sur les décisions américaines. Bon, vous avez une parole très forte, Arantxa González, mais tout le monde ne l'a pas. Giancarlo Giorgetti, qui est le ministre de l'économie italien, lui a appelé samedi à une désescalade, donc il est moins, disons, ferme que vous. Et puis alors, son homologue espagnol, donc qui est en quelque sorte votre successeur. Vous étiez ministre des Affaires étrangères. Bon, là, il est ministre de l'économie. Et bien, lui, il a considéré qu'il fallait effectivement baisser la pression et faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre les États-Unis et l'Europe. Je vous vois sourire. Oui, parce que chacun doit jouer sa partition. Mais ce qui compte, c'est pas... il faut bien être responsable. Hein. Je crois que, d'abord, rappelons que ce n'est pas l'Europe qui a commencé cette guerre commerciale. C'est une déclaration unilatérale de la part des États-Unis. Donc il faudrait bien le rappeler et le répéter sans cesse. Parce que s'il faut la désescalade, il nous faut une désescalade de la part des États-Unis. Deux, être ferme ne veut pas dire être irresponsable. C'est vrai que nous avons la force. Nous représentons plus de 20% des importations au monde. Nous sommes un grand marché et un marché profond. Ce que nous ferons, et ce que nous dirons qu'on va faire compte pour beaucoup. Donc, utilisons cette posture qui est la nôtre de manière intelligente. L'Espagne, qu'est-ce qu'elle exporte aux États-Unis ? Beaucoup de produits agrotransformés qui sont très importants pour nos agriculteurs, un peu comme en Italie. Elle exporte aussi des produits industriels, elle exporte des technologies vertes, elle exporte quelques voitures, probablement beaucoup moins que les États-Unis. Mais vous savez, en Europe, on ne peut pas simplement raisonner à un État membre individuel, parce qu'il y a beaucoup de produits en Europe qui sont fabriqués en Europe, qui sont le résultat des chaînes de valeur, chaînes de production intégrées. Prenez l'automobile. Une voiture est peut-être exportée par l'Allemagne, mais elle est faite des composantes qui sont produites dans plusieurs États membres de l'Union européenne. C'est pourquoi c'est très important, la posture européenne. Ce qui compte, c'est la posture européenne. Et nous avons la force. Et donc, il faut savoir maintenant l'utiliser. Et alors, parmi les autres scénarios, parce que j'ai dit qu'il y avait une alternative, en fait, il y en a une troisième, donc ce n'est plus une alternative, Arantxa González, et il y a beaucoup de gens qui disent, mais finalement, on pourrait très bien isoler les États-Unis et le commerce mondial est suffisamment fort aujourd'hui pour fonctionner sans l'Amérique de Trump. Bon, disons qu'il ne s'agit pas tellement d'arrêter de commercer avec les États-Unis. Vous savez, entre l'Europe et les États-Unis, chaque jour, c'est 400 milliards d'euros en échange, dans les deux sens. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises
américaines installées ici en Europe. Il y a beaucoup d'entreprises européennes installées aux États-Unis. L'interdépendance nous a servi, elle est bonne. L'irrationalité économique est mauvaise. Donc nous devons essayer d'arrêter l'irrationalité économique des politiques de l'administration américaine. C'est ça ça doit être notre objectif. Mais c'est vrai aussi que si jamais l'Union européenne a des alternatives, elle exporte un peu moins aux États-Unis, elle peut faire un peu plus dans les marchés intérieurs européens. Donc, la leçon que nous devons tirer aussi de cette crise avec les États-Unis, c'est que s'il y a un investissement à faire, c'est pour intégrer davantage les marchés intérieurs européens. Oui, mais alors, même si on boycotte pas les États-Unis, les entreprises vont être très attentistes. Elles ont commencé. Alors, par exemple, Jaguar Land Rover a décidé de marquer une pause, comme ils ne savent pas quoi faire vis-à-vis de cette nouvelle règle et de cette nouvelle taxation. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que c'est une sorte de casse-tête, parce qu'il y a des droits de douane uniques appliqués à des provenances de pays, mais dans une voiture, il y a des composants qui viennent de partout, qui sont importés, réimportés, réexportés. Bref, on ne sait pas très bien quel est le mode d'emploi de tout cela. S'il y a donc de l'attentisme et pas de l'atlantisme de la part de certaines entreprises, Arantxa González, qu'est-ce que ça pourrait créer ? C'est une belle opportunité pour nous en Europe. Nous, on est un peu ennuyeux, les Européens, mais au moins on est très stable. Et nos politiques sont très stables. On ne change pas d'idée à chaque fois qu'on change des présidents ou des présidentes. Et donc, du coup, vu l'instabilité dans les marchés américains, et les investisseurs, surtout ceux qui vont investir dans les longs termes, dans des infrastructures, des productions qui nécessitent des investissements très lourds, aujourd'hui se pose la question d'où le faire. Donc, faisons en sorte qu'ils choisissent l'Europe, qui, encore une fois, aujourd'hui, offre une prime à la stabilité que les États-Unis n'offrent pas. Bon, et là aussi, il y aurait une vulnérabilité trop forte de l'économie européenne. Cela a été dit. Est-ce que c'est également votre analyse, le fait que l'Europe se révèle vis-à-vis des États-Unis beaucoup trop vulnérable ? Non, si je regarde la planète, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus vulnérables que l'Union européenne. L'Union européenne, elle a des choix. Elle a d'abord un choix qui est son marché intérieur, qui aujourd'hui absorbe 65% du commerce des États européens. Et si on ajoute les pays voisins, Royaume-Uni, Turquie, c'est 75%. Donc, c'est que 25% des échanges des États membres européens qui se font avec des pays tiers, en dehors de l'Europe. Donc, l'Europe a des choix. Simplement, maintenant, c'est l'heure d'exercer ces choix d'une manière un peu plus intelligente. Bon, mais alors, justement, exercer ces choix de manière plus intelligente, si on dit que l'Europe est vulnérable, il y a une interview de Pascal Lamy, ancien commissaire européen du commerce et ex-directeur général de l'OMC. Lui dit, il n'y a pas de raison que l'Europe change sa stratégie traditionnelle, mais on a un peu peur quand même que l'Europe devienne le déversoir des produits chinois qui ne pourront plus être exportés vers les États-Unis, les voitures chinoises, le textile chinoise. Il y a en Espagne une industrie vestimentaire importante. Vous n'avez pas peur que les excédents chinois arrivent comme ça en Europe et balayent votre industrie textile nationale ? Je crois que ça, c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de pays, qui est les détournements de flux commerciaux qui ne pourront pas aller aux États-Unis vers d'autres entre eux, et d'où l'importance de tous les autres pays au monde aujourd'hui, ceux qui sont impactés par les mesures américaines, de faire un grand accord entre eux pour ne pas se faire la guerre commerciale entre eux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, à commencer par l'Union européenne avec la Chine, qui sont les deux grands marchés commerciaux au monde. On pourrait très bien décider de ne pas nous faire la guerre commerciale entre nous. Et pourquoi ? Parce que ça serait l'appauvrissement général. Mais je ne parle pas de guerre commerciale, je parle tout simplement de ne pas changer notre stratégie et dès lors de récupérer tous les excédents chinois qui ne peuvent plus être exportés vers les États-Unis. Mais ça, c'est exactement la même crainte qu'il y a les Japon, qu'il y a la Corée, qu'il y a les Singapour, qu'il y a les Mexique ou les Canada ou le Brésil. Je peux faire la liste entière.
ou qu'il y a la Chine aussi, parce qu'il y aura des pays qui vont exporter, auront la tentation d'exporter plus vers la Chine s'ils ne peuvent pas aller vers Alors les comment on États-Unis. fait pour contrer ça? On discute de ceci, on débat de ceci. Donc on va augmenter les droits de douane vis-à-vis de la Chine. Maintenant, pourquoi? Parce que sinon, Pourquoi ils vont faire du dumping, j'imagine. Hein. Alors, s'il y a du dumping, encore une fois, s'il y a du commerce déloyal, s'il y a du commerce détourné à des conditions déloyales, tout le monde peut utiliser les instruments de commerce déloyal. Mais si c'est du commerce, disons, normal, on aura une situation qui était probablement similaire à celle de la crise de 2008, quand la Chine, par exemple, a gardé son marché ouvert et nous a permis de sortir de la crise financière en ne pas ajoutant des mesures protectionnistes. Donc, évitons de nous faire les protectionnismes entre nous. Nous sommes en compagnie d'Arantxa González, qui est doyenne de l'École des Affaires internationales à Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole. Et nous recevons Thomas Grebin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et responsable de l'équipe macroéconomie et finances internationales au CEPI. Alors on a entendu déjà des premières conséquences directes. Il y a une augmentation des droits de douane aux États-Unis, donc un renchérissement du prix des produits, donc une inflation, et celle-ci a été évaluée cette nuit à, on parlait d'une inflation de 4,5% aux États-Unis, donc plus que pendant le Covid, plus que cette période qui avait été considérée comme désastreuse par Donald Trump, et une perte de pouvoir d'achat d'environ 3 800 $ par Américain, ce qui est significatif. Thomas Grebin, qu'en pensez-vous ? Oui, merci pour votre invitation d'abord. Je pense qu'il faut distinguer les conséquences de court terme. En effet, c'est certain qu'il y aura une inflation plus forte aux États-Unis. Donc, les ordres de grandeur vont, selon les estimations, entre 2 et 7%. Fourchette large. C'est une fourchette large, oui. Mais en tout cas, en gros, les États-Unis, c'est 15% d'importation. Donc, selon les élasticités que vous retenez, on voit bien que ça peut être une fourchette large. Et à court terme, ça va toucher surtout les classes moyennes et les classes populaires, parce que les droits de douane sont plutôt une taxe régressive. Donc ça c'est la première conséquence. La seconde conséquence que vous avez parlé, c'est une montée très forte de l'incertitude. Donc c'est ça qui explique notamment que les bourses sont en train de dévisser. Il y a eu la semaine dernière ce qui s'apparente à un krach boursier. Et on voit bien qu'il y a des menaces sur la croissance américaine. Et donc là aussi, on va voir ce qui va se passer. Ensuite, le pari de Donald Trump, c'est que suite à ce choc négatif très important, il y aura une relocalisation d'une partie de la production aux États-Unis. Et donc lui, son grand pari, c'est qu'il y a ce coût à court terme, mais avec l'espoir à moyen, long terme, de réindustrialiser les États-Unis. Donc on voit bien que c'est un pari qui est très osé et qui en tout cas sera très coûteux en tout premier lieu pour les États-Unis à court terme. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça, une politique économique, Arantxa González? Parce que Donald Trump est, comment dirais-je, singulier, mais on ne peut pas l'accuser d'être toujours irrationnel, en tout cas en première analyse. Je crois qu'il y a chez lui ces mythes de la réindustrialisation. Comme si la réindustrialisation s'est décrétée et pouvait se signer sur un petit papier. D'abord, n'oublions pas que les États-Unis, au cours de ces 30 dernières années, ont monté en gamme, ils ont arrêté de fabriquer certains produits et s'est dirigé plutôt vers une économie des services. Et d'ailleurs, c'est là où ils sont extrêmement forts. Et c'est là, dans les commerces de services, où ils ont un avantage comparatif et ils nous exportent, nous, Européens, beaucoup plus de ce que nous arrivons à leur exporter. Ce qui veut dire que nous pourrions les taxer. Ce qui nous donne un petit avantage comparatif. Mais l'idée que des tarifs d'un marché qui représente à peu près 13% des importations va décider de l'industrialisation de ces pays sans prendre en considération le fait qu'il faut de la main-d'œuvre qualifiée, qu'il faut des infrastructures, qu'il faut des investissements et donc une stabilité des politiques publiques à long terme et qu'il faut aussi regarder les coûts et les bénéfices
Par exemple, j'entendais hier les responsables du département du commerce américain dire que les États-Unis allaient commencer à mettre les petits vis dans les iPhones. Est-ce que c'est ça que les Américains veulent pour leur économie? Changer la fabrication des puces micro-électriques pour l'assemblage des petits bis dans les téléphones? Ça n'a ni queue ni tête. L'industrialisation ne se décrète pas. Elle se fait avec des politiques publiques et des investissements privés à moyen long terme, là où cela fait du sens. Bon, Thomas Grébin, puisqu'on parle des puces dans les iPhones, effectivement, on a entendu dire ça. On a entendu que chaque fabricant allait faire la queue je ne sais où, dans je ne sais quel guichet de l'administration américaine pour négocier avec l'administration Trump les droits de douane auxquels il serait soumis. Ça existe, ce type de choses? Ou alors c'est une économie parallèle, voire disent certains, une économie mafieuse? En tout cas, on voit bien que ça va désorganiser profondément toutes les chaînes de production. C'est-à-dire que, par exemple, Apple avait organisé une partie de sa production en Chine, voulait organiser une partie en Inde, au Vietnam, avec des profits qui étaient rapatriés en Irlande. Et donc là, ça met une espèce de bazar dans l'économie mondiale. Et c'est vrai que ça va toucher particulièrement toutes ces multinationales qui ont été particulièrement internationalisées, dont les Mais chaînes de production sont très internationalisées. Donc, on ne sait pas exactement s'il y aura une marge de négociation. Chacun espère qu'en allant taper à la porte de Donald Trump et de ses proches, il va pouvoir y avoir une exemption. Donc, c'est vrai qu'il y a eu déjà toute une liste de produits qui sont exemptés. Et donc, on peut penser qu'il y a un espoir de leur côté, mais on voit bien l'incertitude que ça crée au niveau de l'économie mondiale. C'est-à-dire, tel produit peut être exempté, telle autre catégorie ne va pas l'être. Qu'est-ce qui va se passer vous voyez, par exemple, sur l'automobile, l'automobile est taxée, mais quid des pièces détachées? Donc, il y a toute une liste de pièces détachées qui sont également taxées. Donc, tout ça, ça crée une forme d'incertitude et de complexité dans l'économie mondiale qui va être très compliquée à gérer. Mais là aussi, ce que je comprends mal, et c'est le moins qu'on puisse dire, Thomas Grébin, d'ordinaire, les lois, elles sont anticipables. Je parle des tarifs douaniers, vous savez à quel type de tarifs douaniers vous allez être soumis. S'ils montent, vous faites des calculs. Là, comment faire face à l'incertitude? On voit que les patrons français, par exemple, freinent leurs projets aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'attentismes. Les milieux économiques détestent ça. Oui, ils détestent ça et c'est pour ça que les bourses ont beaucoup baissé. Après, c'était annoncé, c'est-à-dire que Donald Trump, ça faisait de longs mois qu'il annonçait ses droits de douane. Donc, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus une surprise spectaculaire qui mette en œuvre ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire même son agenda entre guillemets de réindustrialisation. Moi, je pense que ça ne fonctionnera pas justement pour les raisons qui ont été évoquées précédemment. Je pense que, par exemple, ce que faisait Joe Biden était beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que Joe Biden faisait des droits de douane, mais il ciblait plus spécifiquement la Chine parce qu'il considérait que la Chine, à la fois pour des questions de sécurité, pour des questions de dumping, était la menace première pour les États-Unis. Et en même temps, il essayait d'encourager ce qu'il appelait le friendshoring, c'est-à-dire le commerce avec les amis des États-Unis. Là, le problème, c'est que Donald Trump, il tape de façon indifférenciée sur tous les pays. Arantxa González. Oui, on voit une grande différence entre Trump 1, qui était transactionnaliste, et il avait été plus modeste dans l'augmentation de tarifs, et on voyait bien que c'était pour faire des deals. Et Trump 2, qui veut refaire le système du commerce international à l'unilatéral. C'est de la coercion économique, c'est des pratiques absolument prédatoires. Il vous dit, vous enlevez la fiscalité contre les entreprises digitales et je vous descends de 10 points des pourcentages les tarifs. Je crois qu'il exagère. Et là, sa force, sa capacité à redessiner les systèmes de commerce international, mais à un coût énorme pour toute la planète. Et je me fais beaucoup de soucis pour une catégorie des pays dont on ne parle pas. C'est les pays les plus pauvres de cette planète, qui se sont vus imposer les droits des douanes les plus élevés, Madagascar, Cambodge, Myanmar, Laos, Éthiopie, des pays pauvres
qui ont un déficit commercial avec les États-Unis parce qu'ils sont mono-exportateurs. Madagascar, il exporte de la vanille aux États-Unis, mais il n'importe rien du tout parce qu'il n'a pas un pouvoir d'achat pour acheter des importations américaines. Et ces pays, avec cette formule stupide de l'administration américaine, doivent se voir coller des droits de douane insupportables. C'est fragiliser le monde là où il est plus fragile pour ne pas renforcer le monde dans ce cas, même pas aux États-Unis. C'est vraiment stupide. Bon, on continue dans ces conséquences, Thomas Grébine. Alors, je l'ai dit en introduction, l'évolution des marchés mondiaux depuis l'investiture de Donald Trump est particulièrement impressionnante, parce qu'il y a eu une phase d'euphorie et puis il y a eu l'annonce de ces augmentations de droits de douane. Et alors là, c'est le crash. On peut parler de crack aujourd'hui ? Non, mais en tout cas, c'est une baisse très forte des cours boursiers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une définition très précise d'un krach boursier, mais enfin, c'est des baisses. Le Nasdaq est à moins 20%. Ouais, donc c'était quand même, on s'apparenterait. Enfin, on n'a pas eu ça depuis la crise Covid. Donc, c'est quand même, d'un point de vue boursier, un phénomène très important, quoi. C'est un saut en parachute. Ouais. Alors, on peut dire que ce n'est pas très grave, puisque finalement, ça concerne les bourses, mais c'est très grave, puisque les bourses américaines sont, par exemple, les retraites des Américains. Oui, tout à fait. Alors, et on ne sait pas, de nouveau, compte tenu de l'incertitude que vous avez décrite, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Combien de temps il y aura quand même les espoirs des entreprises qui, tant qu'elles espèrent pouvoir négocier, en fait, ne vont pas investir. Vous avez parlé des entreprises françaises, mais en fait, il y aura toute une période d'incertitude qui risque de durer longtemps. Quelles représailles vont faire les uns et les autres? Quelles mesures de rétorsion face à ces représailles vont être prises? Donc, on rentre dans une atmosphère, même dans une guerre commerciale, et ça va durablement affecter la croissance américaine. Et ça remet en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'habitude, par exemple, quand vous mettez des droits de douane sur les importations, ce que vous attendez, c'est une appréciation du dollar. Vous importez moins, donc vous demandez moins de monnaie étrangère, donc c'est censé apprécier votre monnaie. Là, ce qu'on observe, et ce qui est relativement inédit, c'est une dépréciation du dollar. Le dollar, il baisse. Et donc, ça montre bien qu'il y a des inquiétudes très importantes, et ça peut remettre en cause même potentiellement à moyen terme la place du dollar dans le système monétaire international. Ce qui est aussi peut-être un des objectifs visés, puisque l'administration Trump considère qu'il doit fournir ces dollars au reste du monde et que ça les pénalise parce qu'en fait, le dollar est trop apprécié, est trop fort par rapport au reste du monde, et ça pénalise leurs exportations. Le problème, c'est qu'il y a toujours un fond de vrai dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que moi, je pense que la désindustrialisation américaine est un problème pour les États-Unis, notamment pour les classes moyennes. Je pense qu'en effet, les déficits courants qu'ils ont accumulés, les États-Unis, depuis des années, c'est un problème, comme c'est un problème pour la France. Mais je pense que ce n'est pas les bonnes solutions qui sont mises en place, et que l'aspect idéologique est tellement fort qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Arantxa González, parlons justement de l'aspect idéologique. C'est très étrange ce qui se passe, parce que les États-Unis, qui incarnaient le néolibéralisme le plus pur, sont en train de devenir protectionnistes avec des droits de douane. Et il faut le dire, les droits de douane ne plaisent pas du tout aux libéraux et encore moins aux libertariens. On explique qu'il y a une partie de l'administration Trump qui est libertarienne, c'est possible, mais j'imagine qu'ils mangent aujourd'hui leur chapeau importé, parce que ça n'est pas aussi facile que ça à accepter. Et dès lors, c'est plutôt la gauche qui aujourd'hui considère que ces droits de douane, eh bien, ils sont iniques, inutiles et nuisibles. Je crois que le fond du problème aux États-Unis, c'est un consensus assez large pour s'approprier les bénéfices de la mondialisation, chose que les États-Unis ont très bien fait. D'ailleurs, encore une fois, ils ont doublé la taille de l'économie américaine en 30 ans. Ils ont multiplié l'économie américaine par 2. Mais ils ont une incapacité idéologique à traiter les dommages causés par la mondialisation. Parce que c'est vrai aussi que l'interdépendance, que les progrès technologiques dont ils sont les inventeurs, créent de la douleur, créent des délocalisations, des pertes d'emplois, redessinent les fabriques au monde. Et là, eux, ils ont une incapacité idéologique à traiter ces questions. Et donc, ce qu'ils font, c'est externaliser cette impossibilité idéologique au reste du monde. Nous,
reste du monde, surtout nous en Europe, qui croyons dans les politiques publiques, dans les filets de sécurité pour nos citoyens, devons le faire pour nous, mais maintenant désormais porter ces sacs à dos qui est l'incapacité idéologique américaine. C'est un problème très profond de comment traiter les inégalités dans nos sociétés. Thomas Grébine. Je pense que quand même la mondialisation a accentué en partie les inégalités donc aux États-Unis. Et je peux vous parler un clivage gauche-droite. Je pense au contraire qu'il y a un certain consensus aux États-Unis. On voit bien que Trump, dans son premier mandat, avait fait des premières mesures protectionnistes, mais Biden a continué dans cette voie et il est allé encore plus loin. Donc il y a quand même un consensus aux États-Unis pour dire qu'il y a un problème dans la mondialisation telle qu'elle a été faite, qu'en fait, ça a détruit beaucoup d'emplois industriels. Il y a eu plein de régions qui ont été désindustrialisées. Et c'est vrai que les États-Unis bénéficient de services de la tech qui sont extrêmement perfectionnés et qui sont un facteur de puissance à l'échelle mondiale. Mais il y a plein d'États américains qui ont beaucoup souffert de ce qui s'est passé de la désindustrialisation des 30 dernières années. Et donc, je pense que c'était légitime de s'attaquer à ça. De nouveau, on ressent ça, nous, en tant que Français, puisqu'on a la même problématique en France de désindustrialisation forte au niveau français. Et on voit bien que ça pose des problèmes importants. Donc, il y a eu... Les deux administrations ont essayé de s'attaquer au problème. De nouveau, là, je pense que le fait de s'y attaquer de façon complètement indifférenciée, c'est contre-productif. Bon, mais à la fois, Arantxa González, on dit, voilà, Trump, c'est un politique qui fait ce qu'il avait promis de faire, puisque tout ça était dans le programme 2025. Et puis, par ailleurs, eh bien, tous les pays sont aujourd'hui embarrassés avec cette question de désindustrialisation. La France, j'imagine, l'Espagne, c'est un problème commun. Oui, mais le problème est commun, mais la manière de les traiter n'est pas commun. Et c'est là qu'il y a peut-être à apprendre. Encore une fois, nous, en Europe, c'est pas que nous, on soit particulièrement vertueux ou qu'on n'ait pas eu à traiter, comme dit Thomas, du problème des changements dans les structures de nos tissus économiques. Mais la réponse à cela, je ne crois pas que ça puisse se régler par les décrets unilatéraux des comportements en matière commerciale du reste de la planète. Ça doit beaucoup avoir avec les politiques internes. Apprendre chez soi, dans l'éducation, dans la fiscalité. Chose qu'on oublie dans cette discussion. Fiscalité interne, la fiscalité des multinationales. On voit bien comment, dans une économie qui est beaucoup plus technologique, la rémunération du capital est exorbitante par rapport à la rémunération du travail. Donc c'est de cela aussi qu'il s'agit. On ne peut pas simplement faire les raccourcis d'externaliser au commerce international des questions très profondes des fonctionnements de nos économies. Thomas Grébine, alors maintenant qu'on a évoqué les conséquences pour le consommateur américain, pour les industries américaines, quelles sont les conséquences pour les Français? Puisque si les prix augmentent aux États-Unis, alors vous avez dit entre 2 et 7%, fourchette large, il y a effectivement, disons, 5% en moyenne. Est-il possible d'imaginer que nous soyons éloignés de cette inflation, qu'elle ne finisse pas par nous toucher? Disons que la France sera moins touchée puisqu'on exportait beaucoup, on n'exportait pas énormément aux États-Unis. On c'est autour de 50 milliards d'euros par an, ce qui représente 1,5 point de PIB. Donc, à court terme, ce qu'on peut penser s'il n'y a pas de représailles, c'est plutôt qu'il y aura une tendance déflationniste, une baisse des prix. Typiquement, vous vendiez du cognac aux États-Unis, vous n'allez plus pouvoir leur vendre, et ben donc vous allez devoir vendre et donc potentiellement baisser le prix du cognac sur le marché domestique. Donc ça, c'est à court terme, on peut s'attendre à une baisse des prix, enfin un facteur déflationniste aux États-Unis, plus l'incertitude. Vous allez avoir moins d'investissements en France et en Europe parce que vous savez pas ce qui va se passer. Moi, ce que je crains le plus, c'est pas ça. Ce que je crains le plus, c'est ce qui va se passer vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, en fait, et on l'oublie un peu avec les tarifs Trump, je pense que la première menace pour l'industrie européenne, c'est ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire, vous avez une industrie où vous prenez l'automobile, vous prenez le nucléaire, vous prenez la chimie, c'est presque 80% de l'industrie européenne quand vous mettez à bout un certain nombre de secteurs. L'aéronautique, parce qu'il commence dans ce secteur-là. Oui, bien sûr. Vous avez en Chine des coûts de production qui sont 30 à 40% plus faibles qu'en Europe. Et donc là, vous avez une situation historique aussi qui ne s'est jamais passée. Vous avez une zone économique qui est en concurrence directe et où les coûts de production sont beaucoup plus faibles sans
sans que ce soit compensé par un écart technologique de l'autre côté. Et donc là, il y avait un menace de rouleau compresseur de l'industrie chinoise sur l'industrie européenne. Et le problème, c'est que comme les États-Unis se ferment, cette surproduction chinoise risque de se verser sur l'Europe qui, pour l'instant, ne réagit pas. Et donc, pour moi, ça, c'est la menace première. Alors, on en a parlé avec Arantxa González dans la première partie de cet entretien. Et effectivement, Pascal Lamy dit on n'a pas de raison de changer nos traditions européennes. Mais on voit bien, en tout cas, j'imagine que c'est effectivement un risque. On voit bien qu'il y a une possibilité que l'Europe devienne le déversoir des excédents, effectivement, chinois qui vont être importants si ceux-ci ne sont plus exportés vers les États-Unis. Oui, et ça, c'est un autre des paradoxes de la politique de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'il y ait une alliance entre les États-Unis et l'Europe contre la Chine, entre guillemets. Mais là, qu'est-ce qu'on observe? On observe par exemple le Japon, la Corée du Sud et la Chine qui veulent faire un accord de libre-échange. On observe que la présidente de la Commission européenne dit dans un discours qu'il faut développer les avantages mutuels avec la Chine. C'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose de paradoxal. Je pense que ce qui est la menace première pour l'industrie européenne, pardon, c'est la Chine. C'est la Chine, c'est pas les États-Unis. Et donc là, ce qu'on va se retrouver, c'est à renforcer nos alliances avec la Chine, alors même qu'il y a une concurrence qui est particulièrement déloyale qui est faite. Oui, parce que l'autre paradoxe, c'est que la Chine est devenue le grand héros, la grande patrie qui défend aujourd'hui le commerce mondial. Oui, mais enfin, alors qu'elle ne respecte pas les règles. Elle les respecte facialement, mais en fait, il y a toute la chaîne de production en Chine, des prix de l'énergie sont subventionnés. Qu'est-ce que vous en pensez en conclusion, Arantxa González? Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Il nous faut un accord. La Chine pourrait avoir la tentation de déverser la production dans les marchés communautaires. Soyons honnêtes, les marchés communautaires est le seul grand marché profond ouvert à la Chine. Donc, il y a une menace, mais il y a aussi un levier. Si l'Union européenne ferme son marché, la Chine sera dans une position très difficile. Utilisons ceci pour essayer d'équilibrer un peu plus un déséquilibre structurel chinois qui est trop d'épargne, pas assez de consommation, donc trop d'exportation. Bon moment pour négocier avec la Chine. Thomas Grévin, un mot de conclusion. Oui, je suis d'accord. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique. Et pour l'instant, au niveau européen, en tout cas, on ne voit pas cette volonté politique de protéger l'industrie européenne. Merci à tous les deux. Merci à...